Dans le cadre de votre itinérance, vous avez parcouru les 6 territoires qui composent la province du Haut-Katanga, mais aussi les différentes villes. L'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire. Et lorsqu'on sait que l'AFCM 23, pour ne pas le citer, fait du Grand Katanga, plus particulièrement le Haut-Katanga et la ville de Lubumbashi, sa cible préférée. Vous qui avez parcouru la province, est-ce que la population du Haut-Katanga est favorable à l'arrivée du M23 ici? La préoccupation de M. Patrick Lokala, journaliste indépendant, et nous a fait savoir que, et il a reconnu qu'on a eu à initier des missions d'itinérance dans tous les 6 territoires et ailleurs. Mais il pose la question de savoir, et surtout pendant cette période que nous sommes sous menace du Rwanda, soutenu par leur supplétif d'M23, est-ce que la population du Haut-Katanga est prête d'accueillir le M23? Non. N-O-N. La population du Haut-Katanga que nous avons l'honneur de représenter n'a même pas envie d'entendre le nom de M23 ici. Même pas de sentir l'odeur de M23. Malgré leur mission, ils ont ciblé l'espace du Grand Katanga, mais ils n'auront jamais cet espace. Nous allons nous battre bec et ongles pour sauvegarder l'intégrité de notre pays et plus particulièrement de notre province. Ils n'ont pas de la place ici parce que la population du Haut-Katanga, elle est en train de voir tout ce qui se passe à l'Est. Nos mamans qui sont violées, nos papas, nos enfants qui sont décapités. Vous voulez que la même pratique vienne s'appliquer ici chez nous? Ici chez nous au Katanga, nous respectons la dignité de la femme. On ne peut jamais accepter que nos mamans soient violées, que nos enfants soient décapités. C'est la même question, ça me revient 2 fois. Il y a un diplomate que j'ai reçu en audience qui m'avait posé cette question et je lui ai découragé de continuer avec de pareilles questions. Ils ne seront jamais ici avec l'appui du chef de l'État, avec l'appui de nos services de sécurité. Je vous informe que chaque fois qu'ils tentent de faire leurs aventures, nous les ramassons. Et nous continuons encore à les ramasser. Nous sommes là, c'est pour travailler pour l'intérêt de la nation, pas pour jouer le double jeu, non, non. Nous sommes Congolais, nous devons rester Congolais. Et nous devons être fiers et défendre notre patrie, tel que voulu par les chefs de l'État. Et nous devons accompagner les initiatives du chef de l'État pour pacifier notre nation. Et nous compatissons par la même occasion avec nos compatriotes qui subissent des actes qui ne sont pas bons du côté Est. Nous sommes de cœur avec eux. Je pense qu'il est clair que nous en sommes à la 2e réunion autour de son Excellence Madame la Première ministre sur ces dossiers importants qui concernent le recouvrement des créances du FPI. Alors, de quoi il a été question aujourd'hui? Nous avons rendu à son Excellence Madame la Première ministre un premier rapport qui porte sur la catégorisation de ces créances. Et nous avons eu au total 6 catégories de créances et nous pensons que c'est un travail qui est très bien fait, qui identifie évidemment par créancier les niveaux d'obstacles au recouvrement, qui nous permet en même temps d'asseoir la stratégie de recouvrement et d'identifier par la suite l'autorité ou l'administration compétente pour poser des actes en termes de recouvrement. Alors, je ne voudrais pas que vous parliez du recouvrement forcé. Il faut juste parler du recouvrement parce que
Il y aura une étape qui va être dédiée à un recouvrement à l'amiable aussi. Mais pour ceux qui seront récalcitrants, bien sûr, il va être procédé à un recouvrement forcé. Donc ceci est à la fois un appel pour dire aux uns et aux autres qu'il est temps de s'acquitter de ses devoirs, de ses dettes vis-à-vis du FPI. Parce que viendra un temps où ça ne sera plus à l'amiable, ça va être bien sûr par voie forcée. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, nous mettons en place 3 sous-commissions selon des thématiques qui sont très précises. Et sur base du travail qui va être fait, nous avons un délai d'1 mois pour revenir autour de la Première ministre pour faire notre premier rapport. Et donc, il y aura des communiqués qui vont passer à travers les médias pour informer les uns les autres sur l'attitude à avoir. Mais ce qui est certain, c'est que nous notons déjà qu'il y a des frémissements parce qu'il y a des débiteurs qui sont de bonne foi, qui nous ont même déjà écrit pour demander de négocier à l'amiable le règlement de leurs dettes. Et ça, c'est une bonne chose. Et nous pensons donc que de manière mensuelle, nous ferons rapport à la hiérarchie sur l'évolution de ces recouvrements. Il n'y a pas de chasse à la sorcière. Alors il faut d'abord savoir s'il y a une sorcière, ça serait qui? Si vous avez pris de l'argent de l'État que vous n'avez pas remboursé, et sorcier, c'est lui qui vous demande de rembourser ou vous qui avez pris. Donc nous ne sommes pas dans ces cas de figure de chasse à la sorcière. Tout ce que nous disons, c'est que nous avons mis en place une commission sur instruction du chef de l'État lui-même. Vous avez suivi une de ses communications en Conseil des ministres. C'est une commission multidisciplinaire. Donc il ne va pas être facile pour les débiteurs d'échapper. Tous les services de l'État sont mis à contribution. Vous avez vu le format de la réunion. Cela est un signal très clair qui montre que ça va être compliqué pour les débiteurs d'échapper. J'ai dit que les sanctions sont aussi multidisciplinaires. Attention, ça va être vraiment de tous côtés. Avant de se prononcer sur la loi de programmation militaire 2027-2030, les élus nationaux veulent mesurer l'ampleur des défis auxquels sont confrontées les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a présenté ce lundi devant les commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat un diagnostic complet de l'appareil de défense nationale. Face aux députés et sénateurs, le vice-premier ministre a salué cette démarche d'écoute et d'échange, estimant qu'elle permettra aux représentants du peuple de mieux appréhender les enjeux sécuritaires auxquels le pays est confronté, ainsi que les réformes indispensables pour y faire face. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé qu'une armée ne peut remplir efficacement sa mission sans une formation adaptée, des équipements modernes et des infrastructures adéquates. Pour lui, la loi de la programmation militaire constitue un levier essentiel pour doter les FARDC des moyens nécessaires à leur transformation et à leur modernisation. Notre armée porte aujourd'hui une lourde responsabilité. Défendre l'intégrité du territoire national, protéger la population et accompagner la vision des recommandations de l'État. Mais cette mission exige 2 moyens, des infrastructures, des écoles solides, une santé militaire bien servie et suivie, des bases militaires opérationnelles viables et une programmation budgétaire adaptée. Honorable Co-président, honorable député, sénateur, notre démarche est une démarche de vérité, de responsabilité et de partenariat institutionnel. Nous ne venons pas seulement exposer des problèmes, nous venons surtout solliciter votre compréhension, votre accompagnement et votre soutien afin que la défense nationale dispose progressivement des moyens nécessaires à la hauteur des missions que la nation lui a confiées. À tour de rôle, les officiers généraux et supérieurs en charge de l'école de formation militaire et de plusieurs structures des FARDC ont dressé l'état de leur service,
mettant en évidence les contraintes qui freinent la professionnalisation et la montée en puissance de l'armée congolaise. Tous ont plaidé pour un renforcement des ressources allouées à la défense afin d'accompagner la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une armée moderne, professionnelle et pleinement opérationnelle.